Allez, c'est parti. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un équipement qui, très franchement, ne laisse personne indifférent, le harnais de sécurité pour bébé. Vous savez, entre ceux qui trouvent ça génial pour laisser l'enfant explorer en toute sécurité et ceux qui tiquent un peu en le voyant, eh bien le sujet fait couler beaucoup d'encre. Du coup, on va mettre les opinions de côté et s'appuyer purement sur les faits, les recommandations des professionnels de santé et les données de prévention. Notre objectif, y voir parfaitement clair. Au menu de notre analyse aujourd'hui, d'abord, on va parler des premiers pas et des nouveaux dangers. Ensuite, on fera un grand comparatif des 3 modèles existants. On abordera après la question de l'âge et de la motricité. Puis on passera en revue les 5 critères de sécurité incontournables. Et enfin, on plongera dans ce fameux débat sociétal. On attaque tout de suite avec notre première partie, les premiers pas, les nouveaux dangers et surtout le choc avec la réalité de l'extérieur. Pour bien poser le décor, imaginez un peu ce chiffre. 17. Selon les observations du site Naître et Grandir, c'est le nombre moyen de fois qu'un tout petit tombe par heure. Oui, vous avez bien entendu, par heure, lorsqu'il apprend à marcher. À ce stade-là, ce sont de véritables petits cascadeurs avec absolument aucun sens du danger. Ça vous donne une idée de la précarité de leur équilibre pendant ces premiers mois, hein ? Et forcément, le contraste entre l'intérieur et l'extérieur est juste énorme. À la maison, sur un bon tapis d'éveil, ces petites chutes sont normales, c'est sain, ça fait entièrement partie de l'apprentissage. Mais une fois dehors, c'est une toute autre histoire. Trottoir en béton, foule immense, bordure pointue. Une chute sur du goudron, c'est loin d'être anodin. D'ailleurs, la DGCCR nous rappelle que les chutes sont carrément la première cause d'accidents domestiques chez les 1 à 4 ans. C'est exactement là qu'un petit coup de pouce sécuritaire prend tout son sens. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le comparatif. Gilet, renne ou sac à dos. Voyons ça de plus près. Alors, la vraie différence entre ces trois-là, elle se joue au niveau de la répartition des forces. Le harnais-gilet, par exemple, c'est vraiment l'outil optimal dès l'âge de 10 mois. Pourquoi ? Parce qu'il répartit la tension sur les épaules et le thorax, ce qui évite les à-coups et offre un excellent maintien si le bébé trébuche. À l'inverse, les rennes de poignet, elles, concentrent toute la force sur une seule petite articulation. C'est pour ça qu'on les réserve aux enfants un peu plus grands, au-delà de 18 mois, qui ont déjà une bonne aisance. Et au milieu de tout ça, vous avez le sac à dos anti-perte. Un super compromis à partir de 12 mois, ça répartit bien la force sur le dos et en plus les enfants voient ça comme un jouet. On passe maintenant à notre troisième point, l'âge et la motricité. Parce que oui, il faut suivre le développement de l'enfant à la lettre. Ce calendrier, il est absolument fondamental. Écoutez bien, de 8 à 10 mois, le harnais, c'est non. Totalement proscrit. On est en pleine période de motricité libre, de 4 pattes. On n'équipe jamais un enfant qui ne tient pas debout tout seul. Par contre, entre 10 et 14 mois, quand les premiers pas se font mais que les chutes pleuvent, le harnais-gilet est là pour sécuriser l'apprentissage. Ensuite, de 14 avant mois, la marche est généralement acquise. Le gilet ou le sac à dos prennent le relais pour les balades. Et au-delà de 20 mois, quand l'enfant marche de façon assurée mais qu'il faut gérer une foule dense, le sac ou les rennes font parfaitement l'affaire. Quatrième étape de notre décryptage, les 5 critères de sécurité pour ne pas se tromper au moment de l'achat. Vous vous en doutez, sur Internet, on trouve de tout, et tous les modèles ne se valent pas. Le critère numéro 1, le truc non négociable, c'est la certification, le fameux marquage CE, ou mieux encore la norme NF. C'est la seule chose qui vous garantit que le produit respecte les exigences de sécurité européennes et françaises pour la puériculture. Si vous tombez sur un modèle ultra bas prix sans ces marquages, alerte rouge, fuyez. Ça veut dire que les coutures et les matériaux n'ont très probablement jamais été testés. Deuxième détail vital, la longueur de la sangle. Une sangle de moins de 50 cm, c'est une très mauvaise idée. Ça va tirer en permanence sur le dos de l'enfant et l'empêcher de marcher naturellement. À l'inverse, une laisse de plus d'1,50 m, eh bien ça ne sert plus à grand-chose pour retenir un petit au bord d'une route. La zone parfaite se situe vraiment entre 80 cm et 1 mètre. C'est l'amplitude idéale pour laisser l'enfant bouger librement, tout en vous permettant de réagir au quart de tour. En plus de ça, il y a d'autres éléments clés à vérifier. Des matériaux confortables, respirants et sans BPA bien sûr. Mais soyez surtout très vigilants sur la solidité. Les boucles doivent résister à une traction d'au moins 15 kg. Et le détail qui change absolument tout, l'ouverture anti-retrait. C'est primordial. Les fermetures doivent impérativement être placées dans le dos pour être totalement inaccessibles au tout petit. S'il peut défaire son harnais tout seul en 3 secondes, ça perd tout son intérêt. Et on termine avec notre 5e et dernière partie, le fameux débat sociétal. L'éternel conflit entre la sécurité et la stigmatisation. C'est vraiment fascinant de voir à quel point les mentalités changent selon les pays. Au Royaume-Uni, en Australie, au Japon, c'est un accessoire complètement banal. Mais chez nous, en France, ça fait souvent lever quelques sourcils.
Le mythe classique, c'est que ça entraverait l'autonomie. Certains y voient même une analogie assez dure avec une laisse pour chien. Pourtant, quand on écoute les experts en biomécanique, la réalité est radicalement différente. Un harnais bien réglé permet une marche ultra naturelle, avec les pieds bien à plat. Les spécialistes sont formels. Un enfant équipé de la sorte dispose objectivement de bien plus de liberté musculaire, de champ de vision et de mobilité que s'il était coincé dans une poussette ou s'il devait marcher avec le bras constamment tiré en l'air par un adulte. Mais le point vraiment crucial de toute cette histoire, l'Association française de pédiatrie ambulatoire le résume à la perfection. Le harnais, c'est un outil de sécurité ponctuel, ce n'est pas un mode de vie. L'idée n'est pas de l'utiliser pour jouer en sécurité dans le salon. C'est spécifiquement pensé pour les environnements à risque, les gares bondées, les abords des routes, les aéroports. Et face à un vrai danger extérieur, le consensus médical est sans appel. Prévenir un accident grave passera toujours et de très loin avant les conventions sociales ou le regard des passants. Ce qui nous amène à cette dernière réflexion. Comment trouver ce juste équilibre, finalement? Comment protéger physiquement son enfant face aux dangers imprévisibles du monde extérieur, tout en jonglant avec le poids parfois assez lourd du jugement de la société? C'est une vraie question de fond, n'est-ce pas? De quoi bien faire tourner les méninges la prochaine fois qu'un débat sur la frontière entre autonomie et sécurité pointera le bout de son nez.